Un message énigmatique griffonné à la hâte, mais par qui et pourquoi? Bienvenue à Vérités Obscures, je suis votre hôte Léon. J'adore échanger avec vous. Laissez un commentaire et partagez votre point de vue. Votre présence donne vie à ces histoires. J'ai hâte de vous lire. Commençons. Par une douce matinée brumeuse de fin septembre, le village de Milchester évoluait au rythme tranquille d'un endroit qui ne s'attendait à aucun problème. L'air était chargé d'un soupçon de feuilles sèches et de fumée de cheminée, et, au cœur du village, l'horloge de la gare tic-taquait avec sa lenteur habituelle, inconsciente du fait qu'elle serait bientôt au cœur d'une affaire bien loin de ses attributions. C'était le genre de journée où les haies se balançaient légèrement, au vent, et où les rares voyageurs qui utilisèrent la modeste gare de Milchester le faisaient avec le calme résigné de la vie rurale. Le train de 9h42 en provenance de Paddington était arrivé et reparti avec seulement 2 passagers à leur descente. L'un, un pasteur à la retraite qui s'était récemment installé à Ash Tree Cottage, et l'autre, une femme aux lèvres fines, vêtue d'un manteau vert mousse, portant une valise impeccable, et affichant l'air de quelqu'un qui préfère le silence aux banalités. Mais ce n'était ni l'un ni l'autre qui animait les commérages du village à l'heure du thé. Tout commença avec le jeune Dennis Holroyd, le portier de la gare, dont les tâches quotidiennes se résumaient rarement à transporter une malle ou à râler sur des livraisons en retard. Ce matin-là, pourtant, il avait pris son balai pour balayer l'extrémité est du quai, une zone que la plupart des villageois n'utilisaient jamais, car elle ne menait qu'au bureau télégraphique désaffecté et à une porte verrouillée, qui n'avait pas été ouverte depuis la guerre. C'est alors qu'il la vit, une ligne de marquage à la craie griffonnée sur le mur de briques, sous l'horaire rouillé de la gare. Ce n'était ni des lettres, ni des chiffres, du moins pas à première vue, mais une curieuse série de courtes lignes verticales, entrecoupées de traits horizontaux et de points. Dennis la fixa en clignant des yeux. « Ce sont peut-être des écoliers qui s'amusent », marmonna-t-il à voix haute, mais cela ne ressemblait pas à une farce. Il y avait quelque chose de délibéré, presque militaire. Il n'osa pas l'effacer. Au lieu de cela, il alla chercher M. Simmons, le chef de gare. À 11h, les traces de craie étaient devenues l'objet de discussions animées à la poste, à la boulangerie, et, ce qui était plutôt gênant, au cercle de whist de Madame Partridge le mardi. Il y eut même un bref appel téléphonique au commissariat local, bien que l'agent Hodges, un homme sans imagination qui croyait que la plupart des mystères pouvaient être expliqués par des garçons, de la bière ou les deux, ait promis de y jeter un coup d'œil si le temps le permettait. Cela aurait dû être la fin de l'histoire. Mais à 12h15, précisément 1 heure avant le début du déjeuner au presbytère, une découverte bien plus troublante fut faite. Mademoiselle Edna Hartley, vieille fille et botaniste amateur, avait fait sa promenade habituelle de midi le long du sentier qui longeait la gare et traversait un petit bois de charmes et de frênes. Elle y cueillait souvent des champignons, du moins c'est ce qu'elle disait, même si certains suggéraient qu'elle aimait simplement épier les allées et venues des passagers du train. Quelles que soient ses intentions, son cri fit fuir 2 jardiniers de la pelouse du presbytère. Ils la trouvèrent au bord du talus boisé, tremblante, et les yeux écarquillés. Elle pointait quelque chose d'un doigt tremblant. Là, étendu sous un enchevêtrement de ronces, gisait le corps d'un Humpy. Le visage tourné vers le sol, l'homme portait un costume sombre à rayures, désormais taché d'humidité et de terre. Il lui manquait une chaussure, et une marque cramoisie courbée derrière son oreille droite. Une marque que même l'œil le plus inexpérimenté reconnaîtrait non pas comme le résultat d'une chute, mais d'une violence délibérée. À 2h, le village était en pleine fièvre. Aucun meurtre, si meurtre il y avait, n'avait eu lieu à Milchester depuis le malheureux incident avec le garde-chasse en 1907, et on avait fermement imputé cet incident à la présence de Gittens en visite. Mais celui-ci, il s'agissait d'un meurtre moderne digne de ce nom, et il comportait des particularités, un corps sans portefeuille, sans papier d'identité, sans valise, et un message écrit à la craie sur le mur de la gare. La police
arriva de Brixford peu après 15 heures. 2 hommes dans une Wolseley grise et bouffante, s'efforçant de ne pas paraître dépassés par la foule. L'inspecteur Howard Creighton, large d'épaules et d'une patience à toute épreuve, commença par aboyer sur le chef de gare pour éloigner les badauds. À ce moment-là, le code à la craie avait été photographié, même si l'écriture elle-même commençait à se maculer avec la rosée du soir. Le corps avait été retiré pour être examiné à la petite morgue de Brixford, et Dennis Holroyd, qui avait trouvé le code et aidé à localiser le corps, était déjà traité comme la célébrité involontaire du village, mais rien de tout cela n'est parvenu à Miss Marple avant un peu plus tard. Elle prenait le thé avec l'amie de sa nièce, une veuve, Madame Bleeth, dans le salon de Honeysuckle Cottage. Il y avait eu des scones à la cannelle, une discussion sur les finances de l'Institut des femmes et une remarque sur l'usage excessif du mot « édifiant » par le pasteur. Mais comme toujours, les ragots discrets lui parvenaient par des phrases « innocentes, une affaire vraiment affreuse », dit Madame Bliss en tartinant son scone de miel. Les marques à la craie et le mort, le même jour en plus. Croyez-vous qu'il y ait un lien? Miss Marple marqua une pause, la cuillère à mi-chemin de sa bouche. Des marques à la craie? Demanda-t-elle doucement. Oh oui, poursuivit son hôtesse. Une sorte de code étrange. Mon Harold disait que ça ressemblait à un sémaphore de chemin de fer. Mais vous savez comment les garçons sont avec les histoires d'espionnage. J'ose dire que ce n'est rien. Miss Marple cligna des yeux. Je me demande si quelqu'un a réfléchi à l'emplacement. Les inscriptions, je veux dire. L'écriture est rarement accidentelle. Madame Bleeth rit. Ma chère, il n'y a que toi pour t'inquiéter d'une chose pareille alors qu'un homme est assassiné sous les charmes. Miss Marple sirotait son thé sans rien dire. Mais déjà, son esprit tournait. Elle se rendrait au poste demain. Non pas qu'elle pensait que la police avait négligé quelque chose. Ce n'était pas à elle de les interroger, après tout, mais parce que certaines choses clochaient. Un code à la craie dans un coin désaffecté. Un corps sans nom. Un crime qui, curieusement, ne semblait pas du tout propre à ce village. Et pourtant, bien sûr, il le faut. Car, comme Miss Marple le disait souvent, dans un village comme Milchester, rien de vraiment étranger jamais arrivé. Pas sans qu'une main locale ne le guide discrètement. Elle posa sa tasse avec un léger tintement et regarda par la fenêtre. Faux rideau de dentelle. On parlerait, bien sûr. La bouchée aurait ses théories, et M. Tompkins, à la boutique, marmonnerait des histoires d'étrangers et d'espions. Mais Miss Marple, forte de ses années de garden party et de réunions paroissiales, observerait et écouterait. Elle avait toujours cru que le meurtre, comme la moisissure, trouvait la plus petite fissure pour se développer. Et quelque part, à Milchester, la fissure s'était déjà formée. En début de soirée, la nouvelle s'était répandue à Milchester comme de l'encre sur du papier buvard. Elle se propageait par chuchotements dans les boutiques, murmures autour des tasses de thé et claquements insistants de talons hauts sur les dalles de la place du village. Qu'un événement terrible se soit produit ne faisait plus aucun doute. La question était désormais de savoir qui savait quoi, et dans combien de temps on pourrait les convaincre de le dire. La maîtresse de poste, Madame Merton, qui se targuait de connaître les affaires des autres sans jamais paraître curieuse, avait déjà tiré ses conclusions à l'heure du souper. « Eh bien, si vous voulez mon avis, dit-elle confidentiellement à M. Barnes, le boulanger, ça a quelque chose à voir avec cette femme en manteau vert, celle qui est arrivée par le train du matin et a demandé son chemin pour le monument aux morts. Croyez-moi, il y a toujours une femme. » M. Barnes, qui n'avait pas été sollicité et qui était simplement venu récupérer des timbres pour ses comptes, hocha gravement la tête. « C'est possible. C'est marrant comme ces lignes à la craie sont apparues. Et puis, boum, un homme mort. Pas du coin, cependant. Il n'a pas reconnu les chaussures. Au White Stag, où l'air sentait la bière et la fumée de pipe, les théories étaient plus élaborées et moins retenues. « Espionnage », déclara M. Archie Pritchard, un instituteur à la retraite.
Amateur de sherry et de romans de John Buchan. Clairement un code, une boîte aux lettres. Assassiné avant d'avoir pu transmettre le code. Probablement un agent étranger. Le propriétaire accueillit la chose avec une approbation modérée, remplit son verre et dit « C'est ce qu'on mérite quand on ne se préoccupe pas de nos frontières, je suppose. Il y a trop d'étrangers ces temps-ci. » Madame Dawlish, assise près de la cheminée avec son tricot, intervint. « J'ai tout vu, non ? J'allais récupérer les pots de confiture de ma sœur. La police était partout au commissariat. Ils ne m'ont même pas laissé jeter un coup d'œil. Et qui était-ce alors ? Demanda le jeune Eddie Rokesmith, dont l'appétit pour le scandale dépassait son expérience en la matière. Personne ne sait, dit Madame Dawlish avec l'air satisfait d'une personne qui tient un tribunal. Pas de papier d'identité. Juste une montre. En argent, très belle. Cassée à 12h10. L'heure du décès, selon vous ? C'est possible, acquiesça-t-elle d'un air entendu. Ça pourrait aussi être un indice. Sur le siège près de la fenêtre, invisible pour la plupart et parfaitement insignifiante pour ceux qui la remarquaient, était assise Miss Jane Marple. Ses mains étaient soigneusement jointes sur ses genoux, son expression douce et pensive. Elle n'avait bu qu'une gorgée de son eau d'orge. Son regard, cependant, était loin d'être inactif. Elle avait fait discrètement une visite à la gare ce matin-là. Les marques à la craie étaient encore faiblement visibles, bien qu'elles aient été grandement estompées par des doigts curieux et la légère bruine tombée depuis. Elle avait parcouru le quai lentement, observant la disposition des marques et leurs curieuses courbures vers l'angle près du bureau du télégraphe. Mais ce n'était pas le code qui l'avait le plus intéressé. C'était le mégot juste en dessous, à moitié piétiné, de fabrication étrangère. Un mélange turc si elle ne se trompait pas. Un contraste frappant avec les players sans filtre habituels, préférés des hommes du village. Bien sûr, elle n'avait rien dit à voix haute. Miss Marple avait appris depuis longtemps que pour bien écouter, il faut parler avec parcimonie. Le lendemain matin, le ciel était humide et maussade, le ciel couleur étain et l'air frais. Au presbytère, le révérend Giles Entwistle revoyait ses notes de sermon et tentait, sans grand succès, d'éviter l'excitation qui avait envahi son épouse, habituellement calme. « Je trouve vraiment, » dit Madame Entwistle en se tenant devant le buffet du petit-déjeuner, « que tout cela est assez déconcertant, un corps, imaginez, et si près de la bordure de rose, en plus. Pas dans la roseraie, ma chère, » te murmura le vicaire en beurrant sa tartine, près du chemin du talus, à une certaine distance, si j'ai bien compris. Eh bien, assez près pour qu'Edna Hartley s'évanouisse, répondit-elle, et même pas à la vue du sang, à laquelle elle est habituée, avec toutes ses cueillettes de champignons et ses fouilles dans les oiseaux morts. Non, il y avait quelque chose dans le visage de cet homme, dit-elle, quelque chose d'anormal. Elle marqua une pause, puis baissa la voix. Elle dit que ses yeux étaient ouverts. Le vicaire grimaça. Raison de plus pour que les autorités s'en occupent, Margaret. Ne nous laissons pas entraîner par de vaines spéculations. Mais la spéculation était inévitable, et le village semblait incapable de quoi que ce soit d'autre. Chez l'épicier, on vit M. Tompkins disposer les pommes avec une ferveur inhabituelle, tout en murmurant à Madame Cray que les inscriptions ressemblaient à un vieux code romani qu'il avait lu dans un livre d'images. Madame Cray, qui avait des opinions bien arrêtées sur tout ce qui n'était pas strictement britannique, parut scandalisée à juste titre et décida aussitôt de promener son chien sur un autre chemin cet après-midi-là. Pendant ce temps, l'agent Hodges effectuait sa ronde, moins pour recueillir des preuves que pour offrir une visibilité rassurante. Il s'arrêta à la boulangerie, à la pharmacie, et enfin à la vieille école, où Miss Marple vivait tranquillement avec une collection de guides botaniques et une paire d'aiguilles à repriser qui semblaient toujours en mouvement. « Juste un contrôle de routine, Miss Marple, » dit-il en retirant sa casquette et en la tenant nerveusement à deux mains. « Toute cette agitation, je voulais m'assurer que vous alliez... Eh bien, bien. » Miss Marple leva les yeux de sa broderie. « C'est très aimable à vous, constable. »
Tout à fait sain et sauf, merci. Bien, bien. Il s'agita maladroitement. Entre nous, c'est le cas le plus étrange que j'ai jamais vu. Rien de volé. Pas un cambriolage, paraît-il. Juste cette vilaine marque derrière l'oreille. Le docteur Walsh pense qu'elle a été faite avec quelque chose de lourd. Une pierre, peut-être. Pas un chandelier? Pardon? Oh, juste. Une pensée passagère, dit Miss Marple d'une voix douce. Je crois que le colonel Denbury en garde un particulièrement lourd sur sa cheminée. Plaque et argent. Il date de son séjour en Inde. L'agent Hodges le fixa du regard. Vous pensez... non, sûrement pas. Il a toujours été... enfin, militaire, etc. Oui, dit Miss Marple, et plutôt habile avec une carte. J'ai souvent pensé qu'il aurait fait un excellent cartographe. Vous ne pensez pas que les lignes tracées à la craie étaient une sorte de carte, n'est-ce pas? L'agent rougit. Je ne sais pas, madame. C'est plutôt pour les gars de Brixford. Bien sûr. Miss Marple sourit et retourna à ses travaux d'aiguille. En fin d'après-midi, le village était entré dans cette étrange phase de mystère rural où chacun devenait, dans son esprit, un détective. Monsieur Simons, le chimiste, avait commencé un carnet dans lequel il notait l'emplacement et l'heure de chaque visage inconnu qu'il avait rencontré au cours de la semaine écoulée. Madame Pargeter jura avoir entendu un grand coup à midi pile, ou juste après, mais personne d'autre ne semblait se souvenir de quelque chose de similaire. Même les enfants s'étaient mis à jouer aux espions derrière les haies, se mettant au défi de tracer des lignes à la craie sur les briques de la gare avant d'être chassés par M. Simmons, qui en avait assez du mystère depuis une semaine, et pourtant Miss Marple ne disait rien, du moins pas publiquement. Mais elle avait commencé à compiler ses propres observations discrètes, l'étrange femme au manteau vert, la montre en argent, la cigarette étrangère, le fait que personne, pas une âme, ne prétendait reconnaître le mort. Elle avait déjà vu cela, ou quelque chose de très similaire. Pas à Milchester peut-être, mais dans le souvenir d'un autre village, bien des années auparavant, où un étranger s'était révélé bien moins étranger qu'on ne voulait bien l'admettre. Et dans l'esprit de Miss Marple, une question se posait désormais au-dessus de toutes les autres. Si personne ne le connaissait, pourquoi était-il venu? L'inspecteur Howard Creighton, de la division de Brixford, n'appréciait guère les villages. Il y avait grandi il y a longtemps, loin de Milchester, et s'en souvenait surtout pour leur monotonie écœurante et la façon dont ils semblaient toujours contenir exactement trois choses. Une vieille église, un épicier suffisant et une atmosphère de retenue qui étouffait toute curiosité. Tout le monde souriait poliment. Personne ne disait la vérité. Assis à un bureau provisoire dans le bureau du chef de gare, Creighton fouillait dans un dossier contenant de maigres preuves. Pas de portefeuille, pas d'argent. Une montre de poche en argent affichait 12h10, gravée, de ses initiales, H à une légère trace de sang sur le col. Et curieusement, pas de chapeau. C'est étrange qu'un homme soit habillé pour les affaires et voyage pourtant sans chapeau, marmonna Creighton. Le sergent Fred Wilkes, plus jeune et beaucoup moins cynique, leva les yeux du bord du bureau. Peut-être l'a-t-il laissé dans le train? S'il est venu en train, répondit Creighton. Il aurait pu arriver à pied. Depuis la route principale ou être déposé. Personne à la gare ne semble l'avoir remarqué. Pas de billets, pas de valise. Wilkes tapota son stylo sur son bloc-notes. Peut-être un voyageur de commerce. Il est venu rencontrer quelqu'un et s'est disputé. Creighton grogna. Les commis voyageurs ne transportent pas de cigarettes turques et ne portent pas de costume de Savile Row. Et ils ne finissent pas morts avec un message codé derrière eux. L'inspecteur se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la lumière avait changé. Une douce brume de début de soirée commençait à s'installer sur les quais. À travers les arbres, on distinguait à peine le talus où le corps avait été retrouvé, désormais délimité par une boucle de ficelle, et un panneau en bois sur lequel était écrit « Avis de police, ne pas traverser ». Il se retourna. « Parlons à nouveau avec Edna Hartley.
Elle a trouvé le corps. Peut-être a-t-elle remarqué autre chose que ce qu'elle a dit. Mademoiselle Edna Hartley revenait tout juste d'une réunion de la Société mycologique de Milchester. Un après-midi, toujours avec un sac en tissu rempli de champignons, lorsque les officiers frappèrent à sa porte. Elle n'était pas du genre à se laisser facilement perturber par des hommes en uniforme, et elle les fit entrer dans son salon avec l'air de quelqu'un qui s'apprêtait à servir le thé plutôt qu'à discuter de la mort. « J'ai tout raconté. »« À votre agent, » dit-elle en s'installant dans un fauteuil où résonnait un bruissement impérieux de jupes en laine. « Mais je suis sûr que vous aurez envie de tout réentendre. »« En effet, madame, » dit Creighton d'un ton neutre. « Commençons par la raison pour laquelle vous marchiez près du quai de la gare. J'emprunte souvent ce chemin, » répondit Edna. « Les champignons du champ de charme sont magnifiques à cette époque de l'année. J'en cueille pour faire des teintures et, parfois, pour la femme du pasteur. Elle a du mal à dormir. »« Et à quelle heure avez-vous découvert le corps ?»« Vers 12h15, peut-être 20h, » dit-elle. « Je venais de me baisser pour cueillir une chanterelle quand j'ai vu sa patte dépasser des ronces. J'ai d'abord cru à un tas de chiffons, mais ensuite j'ai remarqué la main. Y avait-il quelqu'un d'autre à proximité ? » ?»« Non, » dit-elle aussitôt. « J'ai pourtant eu la sensation étrange d'avoir été observé quelques minutes plus tôt. Vous allez me trouver fantaisiste, j'en suis sûr. »« Pas du tout, » répondit Creighton, soudain intéressé. « Peux-tu le décrire ?» Elle marqua une pause, seulement un bruissement dans les feuilles derrière moi. Je me suis retourné, m'attendant à un chien, ou un renard peut-être, mais il n'y avait rien. Pourtant je l'ai senti, ce picotement dans la nuque, vous savez. Il y avait quelqu'un. Le sergent Wilkes l'a noté. Et vous êtes sûr de n'avoir jamais vu cet homme auparavant? Tout à fait. Bien qu'il ait l'air, hors de propos, ses vêtements étaient londoniens. Ses cheveux étaient trop bien coiffés. Et ses mains, enfin pas celles d'un ouvrier. Creighton hocha lentement la tête. « Merci, mademoiselle Hartley. Ce sera tout pour l'instant. » Ailleurs, une forme d'enquête plus discrète était en cours. Miss Marple, après avoir pris le thé seule, examinait la petite boîte contenant des boutons et des bouts de ruban qu'elle gardait près de son bureau. Elle ne s'attendait pas à ce que le meurtrier rôde à l'intérieur, bien sûr, mais fouiller dans un objet domestique l'aida à réfléchir. Elle avait réfléchi tout l'après-midi à la nature curieuse du crime. Le code était l'énigme centrale, une invention évidente, et pourtant si visiblement affichée. Il n'avait pas été griffonné par précipitation ou par peur. La fluidité des lignes tracées à la craie l'avait clairement démontré. Et puis il y avait la montre en argent. Miss Marple avait connu un homme, Harold Lowen, un notaire de Gloucester, qui possédait une montre presque identique. Il en était fier, la faisait polir tous les 15 jours et l'exhibait souvent lors des garden parties comme un bijou ancestral. H-Hall était-ce possible? Miss Marple se leva, marcha lentement jusqu'au téléphone dans le couloir et composa un numéro de mémoire. « Florence, ma chère, » dit-elle doucement lorsque la ligne fut connectée. « Je me demande si tu te souviens de ton cousin Harold. »« Oui, de Gloucester. Est-il passé récemment ?» Elle écouta, hocha la tête et fronça légèrement les sourcils. « Oh non, sans raison. J'avais juste entendu dire que quelqu'un était passé par là et lui ressemblait. » « Non? Eh bien, merci, ma chère. Oui, un temps épouvantable pour ça. Au revoir. » Elle raccrocha, pensive. Harold était à l'étranger. En France, apparemment. Cela l'excluait. Mais cela n'exclut pas un parent. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait enfin derrière les arbres et que le ciel devenait prune et or, le révérend Entwistle fit une visite inattendue à la Old School House. « J'espère ne pas vous déranger, Miss Marple, » dit-il, chapeau à la main. « Mais je suis plutôt troublé. »« Pas du tout, révérend, » dit-elle en le faisant entrer. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Il s'exécuta mal à l'aise, perché au bord du fauteuil fleuri. « C'est à cause des inscriptions. Sur le mur, je veux dire. »« Oh !» Il se pencha en avant, la voix basse. « Je crois avoir déjà vu quelque chose de semblable. » Miss Marple ne dit rien. Elle pencha simplement la tête.
Pendant la guerre, j'ai été brièvement affecté à un poste de décodage dans le Hampshire. Rien de prestigieux. Du travail administratif, surtout. Mais nous étions formés à reconnaître des systèmes de chiffrement simples. Les marques sur le poste, elles rappellent un chiffrement de porcherie. Un système assez ancien, mais efficace pour les messages courts. Les yeux de Miss Marple pétillèrent. C'est très curieux. Et que ferait un chiffre de porcherie sur un quai de gare? C'est précisément ce que j'ignore, dit le vicaire. Et j'ai pensé que vous deviez le savoir. Vous êtes très gentil, dit-elle. Ce sont toujours les petites choses qui comptent, vous ne trouvez pas? La vague impression d'un souvenir, d'une chose à moitié apprise. Je crois que vous avez tout à fait raison. Au même moment précis, l'inspecteur Creighton se tenait à nouveau sur le quai de la gare, les yeux fixés sur les lignes de craie maculées. Il commençait à regretter d'avoir initialement rejeté l'affaire, la qualifiant de mélodrame rural. L'homme avait été tué proprement, avec précision. Pas de vol, pas de panique. Un code écrit à quelques mètres. Et pas une seule âme vivante n'avouait le connaître. Et pourtant, Creighton regarda les arbres sombres qui bordèrent le chemin et fronça les sourcils. Quelque part, caché derrière, qu'une de ces petites portes polies, se trouvait quelqu'un qui le connaissait suffisamment pour le tuer. Il en était désormais certain. Jeudi matin, le quai de la gare avait retrouvé un semblant d'ordre. Les marques à la craie avaient été effacées par un portier diligent. La zone où le corps avait été découvert était délimitée par une corde, et les trains continuaient d'arriver et de repartir comme prévu. Mais sous cette routine, Milchester bourdonnait de suspicion. L'identité du défunt demeurait un mystère, bien que son visage, reproduit à la hâte au crayon par un agent de police peu doué artistiquement, fût discrètement transmis aux villageois passant par la poste, le comptoir de l'épicerie et les bancs du presbytère. Personne officiellement ne prétendit le reconnaître, mais officieusement les opinions ont fleuri. « Bien sûr que je l'ai déjà vu », insista Madame Enid Pargeter en choisissant des scones à la boulangerie. Ou quelqu'un comme lui, à la fête du village au printemps dernier. Il était près de la table de tombola et posait beaucoup trop de questions sur l'organisateur. Madame Winifred Dawlish rétorqua d'un hochement de tête ferme. « Absurde. C'est lui qui est venu demander les horaires de train il y a 2 semaines. Je m'en souviens parce qu'il avait le même genre de chaussures que mon mari portait à Londres. Des chaussures en cuir italiennes, terriblement peu pratiques. » Pendant ce temps, l'agent Hodges avait dressé la liste des habitants qui se trouvaient près de la gare le jour du meurtre. La liste n'était pas exhaustive. Des livreurs, des promeneurs, un fonctionnaire retraité qui dessinait des locomotives à ses heures perdues, et plusieurs clients matinaux de passage en route pour Brixford. Mais c'était un nom qui semblait intéresser le plus l'inspecteur Creighton, Madame Agatha Blount, une veuve qui vivait dans la maison recouverte de lierre surplombant la cour de la gare. « C'est une femme discrète », dit l'agent Hodges, tandis que lui et Creighton s'approchèrent de sa porte. « Elle est réservée. Son défunt mari travaillait dans le commerce extérieur. La rumeur dit qu'elle a beaucoup voyagé dans sa jeunesse. Elle parle français, paraît-il. »« Vraiment ?» Creighton haussa un sourcil. « Voyons ce qu'elle pense de tout ça. » Madame Blount les reçut avec une indifférence polie, ses cheveux argentés relevés en chignon, l'expression indéchiffrable derrière de fines lunettes. Elle portait un chemisier à col montant et un collier de perles, et, lorsqu'elle parlait, c'était d'un ton sec et posé. Oui, j'ai vu l'homme. Creighton se redressa. Vraiment, il y a 3 matins. Il se tenait au bout du quai, sous l'horaire. Il fumait. Je l'ai remarqué, car l'odeur me dégoûtait. Ces cigarettes étrangères, fortes. Tu lui as parlé? Non. Il semblait préoccupé. J'ai supposé qu'il attendait quelqu'un. Avez-vous vu quelqu'un le rencontrer? Non, dit-elle après une pause. Je m'étais déjà détourné. Et tu n'en as pas parlé à la police? Je n'ai pas trouvé ça pertinent à l'époque. De plus, personne ne m'a posé la question. Creighton prit une note, puis leva les yeux. Reconnaissez-vous les inscriptions chiffrées trouvées sur le mur?
Les doigts de madame Blount tressaillirent légèrement, puis s'immobilisèrent. Vaguement. J'ai déjà vu ce genre de choses. Un entraînement de guerre. Ça ressemble à une sorte de code de porcherie, si je ne me trompe. Vous étiez impliqué dans le renseignement militaire? Mon mari, lui. Je me contentais de taper des textes et de préparer du thé. Creighton eut un léger sourire. Je vois, et vous êtes certain de ne pas connaître le défunt? Tout à fait. Je ne l'avais jamais vu avant ce matin-là, mais j'ai déjà vu son genre, rusé, poli et digne de confiance. Creighton plissa les yeux. Si vous vous souvenez d'autre chose, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Madame Blount esquissa un mince sourire. Naturellement. Cet après-midi-là. Une deuxième silhouette a attiré l'attention des enquêteurs. M. Gerald Worrell, un antiquaire qui tenait une petite mais coûteuse boutique juste à côté de la rue principale de Milchester. Arrivé dans le village, 18 mois plus tôt en provenance de Londres, il apportait avec lui un certain sens du théâtre et un inventaire renouvelé de verreries délicates et de bibelots en argent. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer, dit-il en se penchant par-dessus le comptoir vers Miss Marple, qui s'était arrêtée sous prétexte de regarder des épingles à chapeau édouardienne, que vous vous êtes beaucoup intéressé à notre petite excitation. Oh non, répondit Miss Marple innocemment. Je reste simplement à l'écoute. Monsieur Worrell ajusta sa cravate. Eh bien, entre nous, je pense que c'est clair, du chantage. Oh, bien sûr. Le défunt était bien trop raffiné pour quelqu'un d'ici. Il était probablement venu pour soutirer de l'argent à quelqu'un qui avait des secrets. Des secrets qu'il ne pouvait pas se permettre de dévoiler. C'est une théorie très dramatique. Il rayonnait. J'étais acteur, vous savez. Dans la représentation, on a du flair pour ce genre de choses. Miss Marple prit une épingle à chapeau et la tint délicatement. Et vous n'avez pas reconnu cet homme? Pas du tout. Bien qu'il pourrait, je suis déjà venu à la boutique, maintenant que tu le dis. La semaine dernière, peut-être, j'ai demandé une tabatière, géorgienne, je crois. Je n'ai rien acheté. Elle hocha la tête. Une tabatière, dites-vous. C'est un intérêt bien précis. En effet, il en cherchait un avec des initiales, un L quelque chose. Je m'en souviens parce qu'il semblait déçu que je n'en ai pas. Miss Marple posa l'épingle. C'est très intéressant. Pendant ce temps, de retour au poste, le sergent Wilkes avait finalement reçu les premiers résultats de l'autopsie du coroner de Brixford. Décès entre minuit 5 et minuit 20. Lut-il à voix haute à Creighton. Traumatisme contondant. L'objet utilisé était lourd et rond, peut-être en pierre ou en métal. Aucune blessure défensive. La victime a probablement été surprise. Une pièce d'identité? Toujours rien, aucune empreinte digitale enregistrée. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans la poche intérieure. Creighton leva les yeux. Étrange comment? Wilkes lui tendit le rapport. Il y avait des traces d'aiguilles, des traces délicates, comme si la doublure avait été décousue puis recousue. Peut-être y avait-il quelque chose de caché. Mais ça a disparu maintenant. Creighton fronça les sourcils. Il avait donc quelque chose dans sa poche, quelque chose que quelqu'un voulait. C'est possible. Et voilà un autre détail. La doublure était légèrement brûlée, juste autour des coutures. Roussie? Wilkes hocha la tête. Impossible à moins de regarder de très près. Creighton se leva, la mâchoire serrée. C'est réglé. Ce n'était pas juste un crime passionnel, c'était calculé, prévu. Il se dirigea vers la fenêtre de la gare et regarda de nouveau le village tranquille, où les portes des jardins claquaient et où les vélos passaient au rythme paresseux d'un après-midi anglais. Quelque part, dans ces cottages fleuris et ces khakis soignés, quelqu'un avait menti. Quelqu'un connaissait cet homme. Ce soir-là, Miss Marple était assise seule dans son salon, son panier à tricot à côté d'elle, un livre à moitié lu sur les genoux. Son esprit, cependant, était loin d'être oisif. La réaction de Madame Blount au code, trop rapide, trop savante, la mémoire étrangement utile de Monsieur Worrell, la tabatière disparue, les initiales antiques, et maintenant, le tissu brûlé.
Elle se souvenait d'une conversation il y a longtemps, lors d'une conférence sur l'artisanat victorien, où un expert avait remarqué que certaines tabatières anciennes, légèrement modifiées, pouvaient dissimuler des documents pliés. Certaines avaient même été utilisées par des espions en Crimée. Traces d'aiguilles, brûlures, initiales manquantes. Non, pensa Miss Marple, ce n'était pas un acte de violence aléatoire au sein du village. Le premier suspect était apparu, peut-être plus d'un. Mais comme toujours, la vérité se trouverait dans le caractère et non dans les preuves. Et le caractère, elle le savait, se lisait sur les visages, dans les habitudes, dans la façon dont les gens mentaient sur des choses qui n'étaient pas nécessaires. Tout finirait par sortir avec le temps. Elle tendit la main vers sa tasse de thé, son expression toujours aussi calme. Le lendemain matin, à Milchester, le soleil se leva gris et silencieux, le genre de journée où le monde était étouffé par les haies humides et le chant lointain des oiseaux. Le meurtre était encore sur toutes les lèvres, mais comme toutes les tragédies dans un village anglais, la routine extérieure de la vie continuait. Le courrier arriva à 8h30 précise, le boulanger disposa ses brioches de Pax et le vicaire prépara son homélie sur la vigilance morale à l'ère moderne. Miss Marple, cependant, ne commença pas sa matinée par du jardinage ou un petit déjeuner tranquille. Elle se rendit discrètement à la gare une fois de plus, cette fois avec un carnet glissé dans son sac à main et un objectif précis en tête. Dennis Holroyd, le jeune portier qui avait découvert les inscriptions à la craie, était en train de polir la poignée en laiton du guichet lorsqu'il l'aperçut. Il se redressa aussitôt. « Bonjour, Miss Marple. Vous venez voir si les trains sont toujours à l'heure malgré tout ce travail ?» demanda-t-il, essayant de paraître jovial, mais ne parvenant pas à cacher sa curiosité. « Je trouve toujours les trains ponctuels dans les tragédies, » dit-elle, doucement. « Ce sont les gens qui ne sont pas fiables. Dis-moi, Dennis, pourrais-tu me montrer exactement où tu as vu ces marquages ?» Dennis hésita. « Ils l'ont nettoyé hier. L'inspecteur a dit que ça gênait les choses. »« Oh, je n'ai pas besoin des marquages eux-mêmes, juste de l'emplacement précis. » Il hocha la tête et la conduisit vers l'extrémité du quai, où le lierre s'accrochait fortement au vieux mur de briques et où la porte rouillée du bureau du télégraphe restait éternellement verrouillée. « Juste ici, » dit Dennis en désignant une étroite section de briques juste sous le panneau d'horaire défraîchi de la station. C'est drôle, il commençait bas puis montait un peu, comme un escalier si on plissait les yeux. Miss Marple plissa les yeux et se pencha. Là, à peine visible au soleil, se trouvait un léger reste de craie, une ligne comme la queue d'un L, partiellement effacée. Plus importante encore, juste au-dessus se trouvait un boulon encastré dans le mur, autrefois utilisé pour suspendre les anciennes enseignes publicitaires émaillées de la gare. Miss Marple leva la main et le tapota, doucement. Il vacilla puis s'immobilisa. Un indice peut-être, ou une coïncidence. Mais Miss Marple avait appris à se méfier des coïncidences. Son regard se baissa, scrutant le sol en contrebas. Les briques de la gare cédèrent la place à du gravier irrégulier et, curieusement, à un morceau de papier abandonné, humide, à moitié piétiné et coincé contre le bas du mur. Elle se baissa avec une facilité surprenante et le récupéra. Le papier était à peine lisible, taché par la pluie et les traces de pas. Mais certaines marques avaient de résister aux dégâts. Une ligne de symbole, très semblable aux marques à la craie, et en dessous, un seul mot en fine cursive. Digne d'être raconté. Miss Marple cligna des yeux. Digne d'intérêt. C'était un nom rare. Plus tard dans la matinée, elle s'est rendue à la bibliothèque du village, non pas pour un roman, comme elle l'a dit à la bibliothécaire, mais pour un vieux livre, annuaire, du bureau de Crockford et un volume minable sur les codes ferroviaires provenant des archives du War Office. Là, parmi les pages jaunies, elle trouva l'annonce suivante. Rêver. Clément Telworthy Mace, retraité. Dernière résidence connue.
Litchcombe, Dorset. C'était peut-être peu probable, mais Miss Marple avait une mémoire remarquable pour les noms, et elle avait entendu Telworthy un jour, une seule fois, prononcé dans le contexte le plus inattendu. C'était lors d'une vente aux enchères caritatives à St. Mary Mead, il y a de nombreuses années. Un jeune homme, élégant, aux cheveux noirs et à l'accent discret, s'était renseigné sur une tabatière exposée. Lorsqu'on lui avait dit qu'elle appartenait à une famille Telworthy, originaire du Dorset, il avait paru déçu, hoché lentement la tête et dit « Alors je suis au mauvais endroit, après tout ». Cela lui avait semblé étrange. Pourquoi admettre une erreur aussi clairement? Ce souvenir l'a conduite ensuite au magasin d'antiquités. M. Gerald Worrall était encore en train d'astiquer une lampe en laiton dans la vitrine lorsque mademoiselle Marple entra. Son expression s'illumina. « Mademoiselle Marple, vous venez flâner ou approfondir vos recherches ?» demanda-t-il d'un ton enjoué. « Un peu des deux, » répondit-elle gentiment. « J'étais curieuse. Te souviens-tu si l'homme qui a demandé la tabatière a mentionné un nom? Une famille, peut-être » Worrall pencha la tête. « Laisse-moi réfléchir. Oui, je crois qu'il a dit quelque chose comme « Tellman » ou « Telling something ». Ça sonne un peu étranger, cependant. Pourquoi? Aucune raison, seulement j'ai trouvé le mot digne de dire, griffonné sur un bout de papier humide ce matin. Ça valait le coup de le suivre. L'expression de Worrall ne changea pas, mais un léger raidissement dans ses épaules trahissait son intérêt ou son inquiétude. Comme intrigant, dit-il au bout d'un moment. C'était peut-être un mot destiné à quelqu'un d'autre. Peut-être, ou peut-être était-ce un rappel. On n'écrit pas souvent un nom, sauf pour qu'il soit mémorisé. Miss Marple sourit agréablement, le remercia et partit. Elle en avait appris suffisamment pour la journée, assez pour commencer à rassembler les fils. Au même moment, l'inspecteur Creighton avait lui aussi fait une découverte inattendue. Un appel de la gare de Paddington confirmait qu'un homme correspondant à la description du défunt était monté à bord de l'express de 7 heures 3 jours plus tôt, achetant un aller simple en 2e classe pour Milchester. Payé en liquide sans bagage, avait dit l'agent de gare. Il a demandé quand le train était arrivé. Un peu inquiet maintenant que j'y pense. Creighton raccrocha le téléphone et se laissa aller dans son fauteuil. Alors, il était « Je viens rencontrer quelqu'un ». Mais qui? Le sergent Wilkes, qui venait de rentrer d'une tournée dans la ruelle sud du village, avait autre chose à signaler. Il y a un jeune garçon, James Parker, qui jure avoir vu une femme se disputer avec un homme près du trottoir, près du talus, le jour du meurtre. Il dit qu'il n'a pas bien vu, mais qu'elle portait un manteau vert et avait les cheveux gris courts. Creighton s'assit. Un manteau vert? Wilkes hocha la tête. Correspond à la description de la femme du train de Paddington, celle qui est arrivée juste avant la découverte du corps. Eh bien, c'est quelque chose. Allons la retrouver. Mais elle était partie, la femme au manteau vert qui avait demandé son chemin vers le monument aux morts et qui avait ensuite disparu dans le brouillard de la mémoire du village, n'avait laissé aucune adresse, aucun nom et aucun dossier dans aucune des maisons d'hôtes. Elle avait disparu. Ce soir-là, Miss Marple était assise tranquillement, une lettre ouverte devant elle, une vieille invitation de la vente de la succession du regretté colonel Denbury. Elle se souvenait maintenant, avec une netteté aiguë, qu'une tabatière y avait été répertoriée. Une pièce géorgienne avec incrustation d'ivoire et fermeture dissimulée, les initiales gravées à l'intérieur, L.T.W. Lawrence Telworthy. Le colonel l'avait un jour décrit comme un homme de bien pendant la guerre qui m'envoyait des choses étranges, des bibelots curieux. Miss Marple plia doucement la lettre, les marques à la craie, la tabatière manquante, la poche brûlée, le nom digne d'intérêt. Et maintenant une femme disparue. Il ne s'agissait pas de curiosités isolées, elles convergeaient, mais l'indice, caché, pensa-t-elle, celui qui risquait de passer inaperçu n'était pas la craie, c'était le nom. La façon étrange et précise dont il avait fait surface, glissé dans un code incrusté dans une antiquité
et gravée au dos d'un ticket de train comme si quelqu'un l'avait cherché, ou quelqu'un avait essayé de l'enterrer. Elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre, là où le village s'étendait dans le crépuscule. Quelque part, quelqu'un se souvenait de Laurence Telworthy, et quelqu'un d'autre voulait l'oublier. Vendredi après-midi, une tension subtile s'était insinuée dans les façades polies de Milchester. Les haies étaient taillées, les fenêtres brillaient encore de leur lustre habituel, et les tasses de thé tintaient légèrement dans les salons. Mais sous la surface, le village n'était pas serein. À la gare, l'inspecteur Creighton observait les allées et venues depuis le quai avec une impatience croissante. Il avait désormais écarté les pistes de vol, d'accidents et d'agressions spontanées. Restait le chemin étroit et tortueux des relations personnelles, un chemin plus difficile à suivre et infiniment plus trompeur. La connaissance sereine des codes de guerre de Madame Blount continuait de le hanter. Le souvenir opportun de M. Worrall de la visite du défunt s'était révélé impossible à vérifier. Et puis il y avait la femme en habit vert qui semblait s'être fondue dans le paysage sans laisser une seule trace de pas. Mais le dernier, élément celui que Creighton ne pouvait ignorer, provenait du rapport complémentaire du coroner. Un fragment de parchemin incrusté dans la doublure du revers gauche du pantalon de la victime était à peine visible et abîmé par l'humidité, mais il faisait partie d'une page plus grande. Seules 3 lettres étaient lisibles. BOR, rien de plus, mais suffisamment pour suggérer un nom ou un avertissement. Creighton tapota son stylo sur son bloc-notes, puis souligna les lettres 2 fois. Travail.Worrall. Presque au même instant, Miss Marple empruntait l'allée du jardin jusqu'à Ivy Bank, la majestueuse demeure de Madame Blount, drapée de lierre. Sa visite n'avait rien de mondain. Elle portait avec elle le papier qu'elle avait trouvé près de la gare, soigneusement séché et pressé entre des feuilles de cire. Elle portait également une question. Madame Blount ouvrit la porte, vêtue d'un châle tricoté et affichant une expression de légère surprise. « Miss Marple, comme c'est charmant. J'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, » dit Madame Blount en lui faisant signe d'entrer. « S'il vous plaît, le salon est juste par là. » La pièce était aussi soigneusement agencée que son propriétaire. Meubles en noyer, rideaux épais, 3 chiens identiques en porcelaine posés sur la cheminée. Miss Marple remarqua sans en avoir l'air que le tisonnier près de l'âtre était propre et non poli, soit neuf, soit récemment poli. « Je suis tombé sur quelque chose d'étrange, » commença Miss Marple, en marchant près de la gare. Un bout de papier abîmé, certes, mais portant un nom digne d'intérêt. La tasse de thé de Madame Blount s'arrêta en plein vol. « Je crois que vous avez dit ignorer l'existence du défunt, » poursuivit Miss Marple d'un ton léger. « Mais ce nom, il est plutôt inhabituel, n'est-ce pas? J'en ai déjà entendu parler, » dit lentement Madame Blount. « Pendant la guerre, mon mari travaillait avec un homme du même nom, un homme discret, signalisation et décodage de code. On ne s'est jamais rencontrés, bien sûr. Séparation stricte des services. Mais vous avez très vite retenu le code de la station, » dit Miss Marple en souriant. « Plus vite que la plupart des civils, je pense. » Madame Blount resta d'abord muette. Puis elle dit « Ce sont de vieilles habitudes. Certaines habitudes restent ancrées. » Miss Marple se pencha légèrement en avant. « Pardonnez-moi, mais je pense que vous en savez plus que ce que vous dites. Vous avez vu l'homme, pas seulement à la gare, mais plus tard, près du trottoir. Vous avez entendu la dispute, n'est-ce pas? » Madame Blount cligna lentement des yeux, les lèvres fines et serrées. « Au début, ce n'était que des voix, » dit-elle. « J'ai ouvert la vitre arrière pour aérer le salon et j'ai entendu des voix aiguës, un homme et une femme. L'homme semblait désespéré, la femme en colère. Je ne les voyais pas seulement des bribes de mots, une histoire de trahison, de garder le silence. » La voix de Miss Marple se réduisit à un doux murmure. « Et qu'a dit la femme ?» Il y eut un long silence avant que Madame Blount ne réponde. Elle m'a dit « Tu n'aurais jamais dû revenir. Tu étais censé être mort. » Pendant ce temps, au magasin d'antiquités, l'inspecteur Creighton était arrivé sans prévenir.
Monsieur Worrall, bien que calme en apparence, semblait sensiblement plus pâle lorsque l'inspecteur entra, accompagné du sergent Wilkes. « Messieurs, dit-il avec son sens dramatique habituel, à quoi me vaut cet honneur ?» Creighton brandit une petite pochette en plastique contenant le fragment de parchemin. « Tu reconnais ça ?» Worrall le prit délicatement, inspectant les lettres fanées. « P.O.R. » murmura-t-il. « Évocateur, non ?»« C'est assez suggestif, » dit Creighton. « Surtout qu'il était cousu dans le pantalon de la victime, presque comme s'il voulait identifier quelqu'un. Peut-être même vous. » Worrall haussa un sourcil. « C'est un sacré saut, inspecteur. J'admets que les lettres pourraient impliquer mon nom, mais elles pourraient tout aussi bien faire référence à Worcester, Wormald ou inquiétude. Ne devrions-nous pas tirer des conclusions hâtives ?» Creighton fit un pas en avant. « Vous avez dit à Miss Marple que l'homme avait demandé une tabatière, avec ses initiales, mais vous n'avez jamais mentionné que l'initiale. » Worrall eut un léger sourire. « Parce que je ne m'en souvenais pas, ou que je ne trouvais pas ça important. Avez-vous déjà possédé une telle tabatière ?» Il y eut une pause. « Non, dit-il doucement. Mais j'en ai eu un à la boutique l'année dernière, vendu à la vente immobilière de Denbury. Incrustation d'ivoire, loquet caché, plutôt spécial en fait. Il a été acheté par un collectionneur privé. Pas d'adresse de réexpédition. » Creighton l'observa. « Et si je vous disais que la doublure du manteau de la victime portait des traces de brûlure, comme si quelque chose avait été caché, puis brûlé ou volé, je dirais que c'était tragique, » a répondu Worrall, « mais toujours circonstanciel. Et si je vous disais, poursuivit Creighton, qu'il aurait pu s'appeler Tellworthy, un homme lié aux transmissions, secrètes sans temps de guerre. Un homme qui a travaillé avec votre prédécesseur à Londres, avant votre arrivée ici subite, discrète et sans grande expérience. » L'expression de Worrall se brisa. « Je n'ai rien à voir avec sa mort, » dit-il rapidement. « Mais tu savais qui il était ?» Worrall hésita. « Oui, » dit-il enfin. « Je le savais. Il est venu la semaine dernière. Il m'a dit qu'il cherchait quelque chose que j'avais vendu, une tabatière contenant un message codé, un objet que lui avait légué son père. Il disait qu'elle avait été volée des années auparavant, pendant le Blitz. Il disait qu'il l'avait enfin retrouvée, ici, de surcroît. Il était en colère. Il disait qu'il voulait que justice soit faite. Tu le lui as donné? Je lui ai dit que je ne l'avais plus, ce qui est vrai. Mais je pense qu'il ne m'a pas cru. Pourquoi? À cause de la façon dont il m'a regardé, dit Worrall doucement, comme s'il attendait que je mente. À la tombée de la nuit, Creighton avait plus de questions que de réponses, mais Miss Marple avait quelque chose de bien mieux, la clarté de sa confrontation avec Madame Say. Blount, elle avait confirmé que quelqu'un au village connaissait la véritable identité de la victime. De Worrall, elle avait compris que la tabatière, la clé de toute cette affaire, avait transité par Milchester et contenait très probablement quelque chose de dangereux. Un message, un nom, un secret qui n'était pas censé être révélé. Et, à partir de ses propres observations silencieuses, elle avait commencé à tracer la forme d'une histoire, non pas celle d'une vengeance récente, mais celle d'une vieille trahison. Secret de guerre, loyauté mal placée. Quelqu'un avait trahi la famille de Lawrence Tellworthy. Peut-être même l'avait-il fait exiler, emprisonné, exilé, laissé pour mort. Et maintenant, avec son retour, la vérité commençait à éclater. Miss Marple jeta un coup d'œil vers sa bibliothèque, où son journal était ouvert à la date du jour. Elle a ajouté une nouvelle ligne sous ses notes, la dispute sur le « quai » ? Tu étais censé être mort. Qui voulait qu'il parte et pourquoi? Elle tapota doucement le stylo. Des secrets subsistaient encore dans les recoins de ce village, mais les motifs émergeaient, tels des points de suture sous la surface d'une fine broderie. Et elle était presque prête à voir le motif achevé. Le samedi matin, le malaise à Milchester avait pris une nouvelle tournure. Ce qui avait commencé comme un meurtre choquant s'était transformé en un tissu de suspicion et de silence.
Le village, bien que toujours calme en apparence, était devenu sur ses gardes. Les gens ne s'attardaient plus à bavarder chez l'épicier. Ils traversaient la place la tête basse. Même Madame Dawlish avait cessé ses promenades horaires devant la gare, signe évident qu'un non-dit s'était insinué dans l'esprit collectif. À Ivy Bank, Madame Blount prenait son thé à la fenêtre du salon et observait la ruelle, les yeux plissés. Elle n'avait pas bien dormi. Le nom digne d'intérêt avait réveillé un souvenir bien plus profond qu'elle ne l'avait d'abord admis. Un souvenir qu'elle n'avait partagé ni avec l'inspecteur Creighton, ni avec Miss Marple. Pas entièrement, parce qu'Agatha Blount se souvenait de Laurence Telworthy, pas exactement de la guerre, mais d'après. D'une réunion discrète dans un appartement londonien en 1951, où des murmures de trahison bourdonnaient entre les verres de cognac et le bruissement des enveloppes. Et elle se souvint d'autre chose, un document, quelque chose qu'elle avait tapé elle-même sous la direction de son mari. Une liste de noms dont un dernier était marqué à l'encre rouge « LT ». Elle se disait, comme presque tous les matins, que c'était nécessaire, que les loyautés en temps de guerre n'étaient jamais claires et que le patriotisme exigeait parfois des décisions difficiles. Mais maintenant, Laurence Telworthy était mort et le passé était revenu à sa porte. Gravé à la craie et au sang, ailleurs dans le village, une silhouette beaucoup moins posée arpentait une pièce étroite à l'arrière d'une pension de famille. La femme au manteau vert n'avait pas complètement disparu. Elle avait trouvé un logement temporaire sous le nom de Madame Gibbons, s'en évitant les grandes auberges, et préférant l'obscurité de la chambre privée de Madame Fenley, une chambre mansardée au plafond bas et à la fenêtre à moitié ouverte. Elle sortait rarement. Lorsqu'elle le faisait, elle portait un foulard, marron et des lunettes noires. Elle était assise au bord du lit étroit, les yeux fixés sur un petit papier plié dans ses mains. Il était taché d'humidité, mais intact. Dessus, les symboles chiffrés qui ornaient autrefois le mur de la gare avaient été redessinés au crayon méticuleux. En dessous, de sa propre écriture tremblante, elle avait écrit « Rendez-vous, devant le mur de la gare, midi. Si ce n'est pas vous, alors personne. » C'était destiné à Laurence. Elle n'avait pas prévu que cela se termine par la mort. Il était son frère, illégal. Disparu pendant la guerre, puis mort selon la rumeur, jusqu'à l'arrivée de la lettre le mois dernier. Elle l'avait attendu. Elle avait attendu, observé et prié pour qu'à son arrivée, il prenne simplement ce pour quoi il était venu et laisse le passé intact. Mais Laurence n'avait jamais été ce genre d'homme. Et maintenant, elle craignait que quelqu'un les ait suivis tous les deux. Au même instant, Miss Marple était au presbytère, debout dans le salon baigné de soleil, tandis que le révérend Entwistle dépliait une coupure de journal jauni qu'elle lui avait demandé de récupérer dans ses archives. Elle se pencha plus près tandis qu'il la déposait sur la table d'appoint entre eux. « Tiens, » dit-il en pointant du doigt, publié dans le Brixford Gazette août 1947. Incendie dans un bureau des archives militaires. Plusieurs documents ont été perdus. Parmi eux, il est indiqué ici un dossier personnel confidentiel de guerre concernant un certain LT. « Juste des initiales ?» demanda doucement Miss Marple. Apparemment, le nom complet était classifié. Mais l'article suppose que le dossier était lié à une opération secrète, une sorte de mission de renseignement basée en France. Elle hocha lentement la tête, tapotant ses doigts contre son sac à main. « Ça colle, » murmura-t-elle. « Tant d'efforts pour enterrer un nom. Et pourtant, Mademoiselle Marple, demanda le vicaire, pourquoi tout cela importe-t-il maintenant? Cet homme est mort. La guerre est finie. La guerre, oui, dit-elle, mais pas ses conséquences. Voyez-vous, révérend, la vérité n'a jamais été enterrée. Elle a été mal rangée, juste assez profondément pour que personne ne la regarde, jusqu'à maintenant. L'inspecteur Creighton était déjà sur la même piste, sans le savoir encore. Il avait reçu ce matin-là un télégramme d'un contact londonien. Les résultats d'une analyse d'empreintes digitales de la victime étaient enfin arrivés, après des jours de retard dû à un retard au bureau central. Le nom n'était pas Laurence Telworthy.
C'était Miles Gibbons. Creighton se rassit, perplexe. « Qui diable est donc Miles Gibbons ?» Le sergent Wilkes, qui venait d'apporter le thé, s'arrêta au milieu du service. « Il y a une famille Gibbons près du Wiltshire. Je me souviens de ce nom, de l'époque où j'étais militaire. Il semblait avoir des relations un peu partout. » Creighton se pencha en avant. « Trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur Miles Gibbons. Acte de naissance, antécédents professionnels, carnet de voyage. Tout ce que vous pouvez trouver. Tout de suite, monsieur. » Tandis que le sergent s'éloignait précipitamment, Creighton fixa de nouveau le dessin chiffré, puis le morceau de parchemin. Quelque chose clochait toujours. Pourquoi supposer que le mort était intéressant? À cause des initiales? À cause d'une série d'indices qui semblaient presque trop propres? Il a attrapé son manteau. Il était temps de parler à nouveau à Miss Marple. Il la trouva dans son jardin, taillant. Elle est dernier rosier d'été. Elle lui offrit une tasse de thé et un sablé qu'il déclina poliment. « Je viens de recevoir un nom, » dit-il. « Miles Gibbons. » Ses yeux pétillèrent. « Ah, » dit-elle. « Alors nous avons toutes les deux déterré le même fil, mais par des extrémités opposées. Explique-moi, » dit-il simplement. « La femme qui est arrivée en Guy, habit vert, » commença Miss Marple, « et sa sœur. Je crois que son vrai nom est Lydia Trant. Elle a changé de nom dans les années 1950, après la disparition de son premier mari, dans des circonstances plutôt suspectes à Bruxelles. Elle et son frère ont été séparés pendant la guerre. Je soupçonne qu'ils utilisèrent des codes pour communiquer, au cas où l'un d'eux referait surface. Donc il n'était pas Telworthy. Non, mais Iletaich le cherche, Creighton. Fronça les sourcils. Alors qui est Telworthy? Miss Marple essuya ses ciseaux et leva les yeux. « Je crois que Laurence Telworthy est déjà là, » dit-elle. « Et il ne porte plus ce nom. Quelqu'un se cache à la vue de tous. Il observe. Il attend. Il protège peut-être quelque chose ou quelqu'un. Avez-vous un suspect? J'ai une forte inclination. » Ce soir-là, tandis que Milchester dînait et que les lampadaires projetaient de longues ombres dorées sur les trottoirs, un cri soudain retentit au bout de la rue principale. Mademoiselle Edna Hartley, qui avait repris ses promenades crépusculaires, au mépris des ragots, passait devant la boutique d'antiquités lorsqu'elle aperçut du mouvement derrière le rideau tiré. La boutique, habituellement fermée à 18 heures, était illuminée. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur et aperçut M. Worrall étendu par terre. Quelques minutes plus tard, l'agent Hodges était arrivé, suivi peu après par Creighton et Wilkes. M. Worrall était vivant, mais inconscient. Un coup violent à l'arrière de la tête avait laissé une fine ligne de sang sur le carrelage. La boutique avait été pillée, vitrines brisées, tiroirs ouverts. Mais rien de vraiment précieux ne semblait avoir disparu. Sauf comme Miss Marple l'a discrètement remarqué à son arrivée, un espace dans la vitrine centrale où se trouvait autrefois une tabatière. Le faux tabatière. Creighton observa la scène. Une autre attaque, même méthode, même précision. Mais pourquoi maintenant? Miss Marple, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, dit « Parce que le tueur a réalisé qu'il avait peut-être pris le mauvais la première fois, tandis que le magasin était sécurisé et que M. Worrall était conduit à l'hôpital. » Mademoiselle Marple rentra lentement chez elle sous les étoiles. Son esprit était lourd, non pas de confusion mais de confirmation. Le passé n'a jamais été véritablement enterré dans des villages comme Milchester. Cela a persisté, et dans ce cas, ça venait de frapper à nouveau. Le lendemain matin s'abattit, sur Milchester comme un souffle retenu. Un brouillard humide s'enroulait le long des toits et s'accrochait aux haies, comme si le village lui-même avait été drapé de prudence. Les oiseaux chantaient avec plus d'hésitation, et même la livraison de lait, toujours ponctuelle, semblait faire teinter ses bouteilles plus doucement sur le pas de la porte. À la vieille école, Miss Marple était assise près de la cheminée, sa broderie posée sur ses genoux, bien qu'aucun point n'ait été cousu depuis 1 heure. Son esprit s'agitait rapidement, rassemblant des fragments de vérité en silence, comme on reconstruirait une tasse de thé brisée. Miles Gibbons, pas Laurence Telworthy.
Un homme en quête, pas en cachette. Lydia Trant, sa sœur, se cachait, dans le village sous un faux nom. Un code destiné à attirer une sœur perdue depuis longtemps. Une tabatière passée entre trop de mains. Une perdue. Une volée. Et maintenant, M. Worrall gisait inconscient dans un lit d'hôpital, victime de quelqu'un qui avait déjà frappé, et qui, de toute évidence, recommencerait. Miss Marple se leva, écarta le rideau d'un pouce et regarda vers le clocher du presbytère, encore obscurci par la brume. Elle avait maintenant vu le motif. Mais il ne suffisait pas de le voir. Il fallait faire eux, je le vois aussi. Et cela signifiait tendre le piège final. L'inspecteur Creighton arriva chez Miss Marple juste avant midi, son manteau humide à cause du brouillard et l'expression tirée. « Worrall est toujours inconscient », dit-il sans préambule. « Rien n'a été volé, du moins rien de valeur. Mais je pense que vous aviez raison, c'était la tabatière. Quelqu'un est revenu récupérer la vraie, un correctin. » Miss Marple hocha la tête en versant du thé. Et pourtant, ils ont échoué. Creighton accepta la coupe sans la goûter. « Tu sais qui ils sont ?»« Je crois que oui, dit-elle doucement. Mais la preuve, inspecteur, se trouve rarement dans les seuls faits. En pareilles affaires, c'est la réaction qui dit la vérité. » Creighton fronça les sourcils. « Réaction. J'aimerais réunir tout le monde, dit-elle calmement. Ici, cet après-midi. Ceux qui sont au cœur de cette affaire. Madame Blount, Lydia Trant, Monsieur Worrall s'il reprend connaissance, et vous-même. Je crois pouvoir mettre un terme à cette affaire, mais il faut agir avec prudence. Pourquoi? Miss Marple sourit faiblement. Parce que le tueur est quelqu'un qui sait comment disparaître, et nous ne devons pas leur donner une seconde chance de le faire. Les invitations furent faites discrètement. L'agent Hodges les délivra avec l'air prudent d'un homme qui remettait des avis de chorale plutôt que de convoquer des suspects dans un salon. Madame Blount arriva à 4 heures précises, vêtue d'un manteau gris anthracite et d'un collier de perles de jais. Lydia Trant arriva 10 minutes plus tard, les yeux cernés de fatigue, son manteau vert remplacé par une simple veste bleu marine. L'inspecteur Creighton et le sergent Wilkes suivaient de près, occupant des chaises près de la fenêtre, sans vraiment faire partie du groupe, mais sans être pour autant des observateurs. Worrall, toujours en convalescence à l'hôpital, avait plutôt envoyé un message « Si cela peut aider, je signerai une déclaration sous serment complète concernant la vente de la tabatière et ce que l'homme m'a dit. » Miss Marple était assise, sagement dans son fauteuil à oreilles, ses aiguilles à tricoter claquant faiblement sur ses genoux, bien que la laine soit restée intacte. « Je vous ai fait venir ici, » commença-t-elle, « parce que je crois que nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, rencontré des ombres d'une époque que nous préférerions oublier. » Un silence suivit, puis elle se tourna vers Lydia. « Tu as écrit le message? Sur le mur de la gare, n'est-ce pas ?» Lydia ouvrit les lèvres, mais elle ne nia pas. « Oui, dit-elle, c'était uniquement pour mon frère, un signal, un rendez-vous. On utilisait des codes quand on était enfant. Le chiffrement de la porcherie était notre jeu secret. Et vous êtes arrivé avant lui, dit doucement Miss Marple. Vous avez attendu, vous avez observé. » Lydia hocha la tête. « Je l'ai vu passer devant le portail de la gare. J'allais le suivre, mais je n'étais pas seul. J'ai entendu quelqu'un derrière moi. Je me suis reculé. J'ai observé dans l'ombre. Une femme est venue à sa rencontre. Cheveux gris, grande, voix aiguë. Ils se sont disputés. Ils suppliaient. Elle l'a giflé. Et puis, sa voix s'est brisée. J'ai couru. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé ensuite. » Miss Marple se tourna ensuite vers Madame Blount. « Vous m'avez dit avoir vu l'homme seul à la gare. Mais vous avez omis de mentionner la dispute. Pourquoi ?» Madame Blount serait dit. « Parce que je pensais que cela pourrait m'impliquer. »« Parce que, dit doucement Miss Marple, vous savez, lui. » La pièce devint complètement silencieuse. « Lawrence Telworthy, poursuivit Miss Marple, a été trahi pendant la guerre. Non pas pour trahison, mais parce qu'il détenait un secret, une liste de noms. L'un de ces noms, écrits à l'encre rouge, était celui d'une personne importante, dangereuse.
Cette liste a disparu avec lui. Du moins, c'est ce que vous pensiez. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, dit Madame Blount d'une voix tendue. Si, répondit Mademoiselle Marple d'une voix calme mais insistante. Parce que vous avez contribué à son enterrement. Pas littéralement, non. Mais administrativement, vous avez tapé le mémo. Vous avez signalé son nom. Vous avez laissé le dossier brûler en 1947 lors de l'incendie des archives. Les doigts de Madame Blount se crispèrent sur ses genoux. Ce n'était pas mon choix, dit-elle. C'est mon mari qui a donné les ordres. Il a dit que Telworthy était devenu instable, qu'il mettrait en péril l'ensemble des opérations. Et pourtant, aujourd'hui, dit Miss Marple, des décennies plus tard, le nom de Telworthy est codé. Une tabatière contient un objet qu'il a laissé derrière lui. Un homme vient le récupérer et meurt. Mais cet homme n'était pas Telworthy, dit Lydia perplexe. C'était mon frère. Exactement, dit Miss Marple. Miles Gibbons, un homme qui utilisait le nom de Telworthy pour attirer l'attention. Un leurre. C'est pourquoi il a gravé le nom dans le code, parce qu'il pensait que rendre public le nom de Telworthy forcerait quelqu'un à agir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Miss Marple se leva de sa chaise et se tourna vers l'étagère. Elle en tira un objet fin et sculpté, enveloppé de tissu, une tabatière en ivoire, usée. J'ai trouvé ça hier, caché au fond d'un vase en porcelaine cassée, à la brocante, du presbytère. Il avait été offert par Ivy Bank, après la liquidation de la succession du colonel Denbury. À l'intérieur, dit-elle en le déballant soigneusement, il y avait un petit mot plié. Elle a ouvert le couvercle. La pièce semblait respirer. L'intérieur se trouvait un papier plié, décoloré, mais non brûlé. Les noms sont encore lisibles, dit mademoiselle Marple, y compris un écrit à l'encre rouge, pas Laurence Telworthy, mais quelqu'un d'autre. Madame Blount se leva brusquement. Vous n'imaginez pas ce que cette liste pourrait faire, mais quelqu'un d'autre l'a fait, dit Miss Marple. Quelqu'un qui est revenu pour récupérer ceci, qui a abattu Gibbons parce qu'il le croyait en sa possession, et qui est ensuite retourné à la boutique de Worrell en réalisant l'erreur. Elle s'arrêta. Et ils sont dans cette pièce. Les yeux se tournèrent. Lydia recula. Creighton prit son carnet, et le visage de Madame Blount, impassible depuis des décennies, trembla. Mais ce n'est pas Madame Blount qui s'est avancée, c'était Sergent Wilkes. Le silence se brisa comme une branche, cassée. Personne n'était censé la trouver, dit-il d'une voix rauque. Mon grand-père était sur cette liste. Denbury la gardait. Il s'en est servi comme moyen de pression après la guerre. À sa mort, la boîte a disparu. Je l'ai cru perdu. Puis j'ai vu le code, le nom. J'ai compris ce que Gibbons essayait de faire. Je l'ai suivi. « Tu l'as tué ?» demanda Creighton, consterné. Wilkes se tourna vers lui. Il n'était pas censé mourir. Je voulais juste la boîte. Mais il a refusé de me la donner. Il a dit qu'il n'avait rien à perdre, que tout finirait par sortir. Alors je l'ai frappé. C'était un réflexe. Des années de peur. Miss Marple hocha la tête d'un air grave. Et quand vous avez réalisé que vous aviez tué la mauvaise personne, que la boîte était toujours là, vous avez cambriolé la boutique de Worrell pour la retrouver. Wilkes baissa la tête. Creighton s'avança, les yeux brûlants. « Tu vas être arrêté, Wilkes, tu comprends ça ?»« Oui, » murmura Wilkes. « Je suppose, j'ai toujours su que je ne m'en libérerais jamais. » Miss Marple regarda en silence le gendarme, menottait doucement le sergent et l'emmener. Dans le silence qui suivit, elle se retourna vers sa chaise, s'abaissa, doucement et finalement, enfin, enfila son aiguille. La vérité, avait-elle toujours cru, pouvait être découverte. Mais elle apparaissait rarement clairement. Elle émergeait lentement, comme un méticuleux détricotage. Et parfois, lorsqu'on tirait le bon fil, tout le tissu du mensonge se défaisait. Il était un peu plus de 20 heures, lorsque Miss Marple s'assit de nouveau près de son foyer, le feu crépitant doucement derrière elle. Dehors, le brouillard s'était dissipé.
remplacée par une légère bruine, enveloppant Milchester d'un rideau de silence gris. La confrontation dramatique de la journée s'était déroulée comme un orage, bouleversante, purificatrice et étrangement silencieuse après coup. Le sergent Wilkes était en garde à vue. L'inspecteur Creighton l'avait personnellement escorté jusqu'à Brixford dans un silence pesant. Le village, stupéfait par la révélation qu'un des siens avait commis non pas une, mais 2 attaques violentes, dont une mortelle, était sous le choc. Et pourtant, Miss Marple savait que le village retrouverait bientôt son rythme. C'était toujours le cas, mais avant cela, il fallait trouver des solutions. Non pas pour la police ou les tribunaux, mais pour la vérité elle-même. Elle se leva, se dirigea vers le buffet et récupéra la tabatière, toujours enveloppée dans son linge et maintenant accompagnée du papier soigneusement déplié qui se trouvait à l'intérieur. Elle ne l'avait lu qu'une fois, mais les noms s'étaient gravés dans sa mémoire. Parmi eux, 2 espions décédés, un diplomate disparu et un médecin militaire renvoyé de l'armée sans honneur et dans le plus grand secret. Et tout en haut, colonel Bertram Denbury, pas un traître, non, mais un homme qui avait gardé des secrets comme de la monnaie, soldat, opportuniste et plus tard collectionneur de belles antiquités et de vérités dérangeantes. Miss Marple remit doucement la liste dans sa cachette et reverrouilla le couvercle. Elle le remettrait à l'inspecteur Creighton demain matin. Mais pour l'instant, elle avait encore un visiteur à recevoir. On frappa à la porte d'entrée, léger et incertain. Elle l'ouvrit et trouva Lydia Tran debout sous la bruine, son manteau humide, les yeux cerclés de rouge mais secs. « Désolé. »« De vous déranger, » dit doucement Lydia. « Je ne savais pas où aller. »« Entrez, ma chère, » dit Miss Marple, la guidant vers la chaleur. Ils s'assirent à la petite table à thé, désormais débarrassée des tasses, mais portant encore le léger parfum de Darjeeling. « J'ai réfléchi, » commença Lydia au bout d'un moment. « Pendant tout ce temps, j'ai cru que la mort de mon frère était due à quelque chose que je lui avais infligé, que si je ne l'avais jamais contacté, si je ne l'avais pas attiré ici, il serait encore en vie. » Miss Marple secoua doucement la tête. « Je crois qu'il savait où il mettait les pieds. C'est pourquoi il a utilisé le nom Tellworthy dans le code. Ce n'était pas pour induire en erreur Pontois, c'était pour provoquer quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui le reconnaîtrait, qui le craindrait. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas aller voir la police? Parce que Miles Gibbons ne recherchait pas la justice au sens juridique du terme. Il voulait une résolution, une conclusion. Il pensait que ceux qui avaient trahi Lawrence Tellworthy seraient encore en vie, et c'était le cas. Il avait raison. La voix de Lydia baissa, mais il n'a jamais su toute l'histoire. Non, acquiesça Miss Marple, mais il en savait assez, assez pour menacer quelqu'un qui avait tout à perdre si le passé était révélé. C'est pourquoi Wilkes a agi, non pas à cause d'un danger immédiat, mais à cause de la honte liée au nom d'un grand-père sur une liste oubliée. Lydia croisa les mains. Cela semble si lointain, et pourtant ça l'a détruit. Miss Marple la regarda en silence. Le passé attend toujours. Il ne disparaît jamais. Il se dépose comme de la poussière jusqu'à ce que quelqu'un le perturbe. Il y eut une longue pause. « Je crois, » dit finalement Lydia, « que j'aimerais quitter Milchester. Allez, ailleurs. » Miss Marple hocha la tête. « Peut-être. Mais ne vous sentez pas obligé. Les gens vont jaser, oui, mais ils oublieront. Ils oublient toujours. Ce qui reste, c'est la gentillesse dont vous avez fait preuve, la dignité dont vous avez fait preuve. Vous n'avez rien fait de mal. » Lydia esquissa un léger sourire. « Vous en voyez trop, Miss Marple. » Miss Marple lui rendit son sourire. « C'est tout à fait accidentel, je vous assure. Le lendemain matin, pas de gros titres, pas d'agents en par-dessus arpentant les quais, pas de nouvelles inscriptions à la craie sur les murs de la gare. Seule la faible odeur métallique de la pluie sur la pierre et le sifflement lointain du train de 9h42. L'inspecteur Creighton a rencontré Miss Marple dans son modeste bureau de Brixford, la tabatière étant désormais enfermée dans le tiroir de son bureau,
son contenu scanné, copié et scellé. « Tu as encore frappé » dit-il avec un petit sourire. « Même si je dois admettre que je n'aurais jamais soupçonné Wilkes. »« Peu de gens le feraient, » dit doucement Miss Marple. « Il a fait sa carrière en restant discret. Il observait, il écoutait. Mais c'est toujours le calme. Ceux qui, ne trouvez-vous pas, portent le poids des choses non dites ?» Creighton se pencha en arrière. Cette liste, si elle avait été révélée dans les années 1950, elle aurait pu provoquer un scandale national. Mais maintenant, dit Miss Marple, ce n'est plus qu'une curiosité, une tragédie poussiéreuse. Je me demande combien de noms se reconnaîtraient encore. Creighton tapota le bord du bureau. Qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que vous le saurez, dit Miss Marple. Ce n'est pas à moi de décider de ce dont on doit se souvenir ou non. Je dois seulement m'assurer que la bonne personne soit tenue responsable dans le présent. Il hocha la tête. Ils restèrent assis en silence un moment. Deux personnages, liés non pas par leur rang, mais par un respect partagé pour les vérités tranquilles. Creighton se leva alors et tendit la main. « Merci, Miss Marple. » Elle le prit brièvement, le regard bienveillant. « On fait de son mieux. » De retour à Milchester, la vie reprend son cours. La file d'attente à la poste reprit son rythme habituel. Le présentoir de pommes Bramley de l'épicier fut réapprovisionné avec une précision méticuleuse. Les enfants jouaient aux billes près du terrain, évitant le quai de la gare mais ne chuchotant plus en passant. Madame Dawlish reprit ses promenades. Madame Blount resta derrière les rideaux tirés, sa silhouette s'amincissant chaque jour. Aucune charge ne fut retenue contre elle, aucune ne put être prouvée. Mais sa réputation, comme c'est souvent le cas dans les petits villages, s'en trouva ternie. Et Miss Marple, elle est retournée dans son jardin. Avec les chrysanthèmes en fleurs et la douce lumière d'automne tombant sur les sentiers, elle se surprit à penser non pas au meurtre ni aux chiffres, mais à la résilience particulière de la nature humaine. Le mal, disait-elle souvent, n'était pas toujours sauvage ou rugissant. Parfois, il était mesuré, prudent, né non de la haine mais de la peur, de la révélation des conséquences, des péchés passés non expiés. Et pourtant, dans chaque tragédie qu'elle avait observée, ce n'était jamais la violence elle-même qui restait avec elle. C'étaient les visages des témoins. Des gens ordinaires qui observaient, s'interrogeaient et parfois aidaient, même en silence. Elle prit ses ciseaux et se dirigea vers la haie. Il était temps de tailler. Pour nettoyer la croissance, faire de la place pour la nouvelle. Car même à Milchester, où les secrets subsistaient autrefois sur les murs à la craie, les saisons avançaient. Et la vérité aussi. Une semaine après la confession, Milchester avait amorcé un lent et presque imperceptible retour à l'équilibre. Le brouillard s'était entièrement dissipé. Les haies le long des ruelles étaient à nouveau soigneusement taillées, et les conversations devant la boulangerie avaient repris leur rythme habituel, non plus uniquement centré sur le meurtre, mais sur la récolte des pommes, la vente de confitures de l'Institut des femmes et l'arrivée d'un nouveau curé prévu le mois prochain. Mais certaines choses avaient changé, même si ce n'était pas très visible. Le mur de la gare, autrefois barbouillé d'un code secret, avait été nettoyé à la brosse, et la section sous les horaires était désormais repeinte, légèrement plus pâle que le reste. Pour un œil non averti, il s'agissait simplement d'une opération d'entretien. Pour ceux qui s'en souvenaient, c'était une tentative discrète d'effacer la trace de quelque chose de plus profond, le symbole de vérité longtemps enfoui et brièvement exhumé. Miss Marple, quant à elle, n'avait plus parlé de l'affaire. En public, elle avait repris ses occupations habituelles, s'occuper des rosiers, échanger des conseils culinaires avec Madame Blitt et corriger les citations latines du vicaire dans les marges du bulletin paroissial avec une précision discrète. Mais elle observait, elle regardait toujours, car dans les espaces entre les conversations, dans les silences gênés où un nom était mentionné ou un regard évité, les échos du crime vivaient encore. Lydia Trant avait finalement choisi de rester à Milchester, non sans difficulté. Avec le soutien de Miss Marple et de la femme du pasteur,
Elle trouva un emploi à temps partiel. Elle aidait à la bibliothèque locale, cataloguait les archives envahies par la végétation et restaurait avec soin des brochures de guerre en sans ruine. Sa présence attira d'abord quelques regards, des murmures sur la femme avec le frère qui n'était pas celui qu'il prétendait être. Mais ils s'estompèrent. Elle se déplaçait discrètement, lisait souvent et aidait les enfants du village à apprendre l'alphabet. Avec le temps, elle serait acceptée non pas comme une curiosité, mais comme un élément bien plus durable dans la vie du village. Quelqu'un d'utile. Et dans les petites communautés, l'utilité était la forme d'absolution la plus forte. L'inspecteur Creighton retourna à Brixford et rédigea son rapport final avec un soin méticuleux. Les preuves, la tabatière, la lettre qu'elle contenait, les notes du dossier Telworthy, furent conservées dans les archives de la police. Classées, secrètes pour l'instant, peut-être pour toujours. Après tout, cette histoire appartenait à un passé que personne n'avait envie de revivre. Les aveux de Wilkes avaient été complets, mais pas totalement dénués d'émotion. Il avoua avoir frappé Miles Gibbons dans un accès de panique après que ce dernier l'eût confronté à des menaces voilées concernant le rôle de sa famille dans la trahison pendant la guerre. La seconde attaque contre M. Worrall avait été motivée par le désespoir. Il craignait que la mauvaise tabatière ait déjà changé de main. Les tribunaux détermineraient les conséquences finales, mais Miss Marple doutait qu'elle soit sévère. La loi, avait-elle constaté, pouvait être étrangement clémente envers ceux qui transgressaient sous la pression de péchés anciens. Une fois rétabli, M. Worrall a choisi de fermer définitivement son commerce. Une pancarte est apparue en Presents vitrine 3 jours après sa sortie de l'hôpital. « Retraité. Merci de votre fidélité. » Il quitta Milchester 2 semaines plus tard, embarquant dans le premier train sans tambour ni trompette, sans adresse. Personne ne lui demanda où il allait. Dans un village comme Milchester, de telles disparitions n'étaient pas considérées comme suspectes, mais simplement définitives. Le samedi suivant l'arrestation de Wilkes, le village célébra sa fête, annuelle des récoltes. Une tradition plus ancienne que la plupart des gens s'en souviennent, stand de confiture, promenade en charrette à foin et concours de tir à l'arc inchangé depuis 1892, à l'exception des flèches à pointe en caoutchouc. Miss Marple était présente, bien sûr. Elle ne manquait jamais la fête. Elle portait un modeste chapeau gris, orné d'un ruban argenté, et apportait une assiette de gâteaux aux graines pour le concours de pâtisserie, qui se classa 2e derrière la tarte aux pommes de Madame Pargeter, un résultat que Miss Marple accepta avec une grâce inébranlable, soupçonnant depuis longtemps que la nièce de Madame Pargeter faisait partie du jury. Pendant la fête, Lydia Trant, assise derrière le stand de livres, distribuait discrètement des livres d'occasion aux enfants impatients. Plusieurs d'entre eux, les yeux écarquillés, demandaient des histoires d'espions. Elle sourit mais ne dit rien, ses mains s'attardant un instant de trop sur un exemplaire usé. Le mouron rouge avant de le placer dans les bras tendus d'un garçon. Madame Blount n'a pas assisté à la fête. Son absence fut remarquée mais pas commentée. Ses rideaux restèrent tirés, son jardin laissé à l'abandon. Le lierre grimpait chaque jour davantage sur ses fenêtres. On disait qu'elle avait reçu une lettre d'un notaire londonien, quelque chose en rapport avec la succession de son défunt mari, ou peut-être sa correspondance pendant la guerre. Personne n'en était sûr. Miss Marple pensait que Madame Blount était probablement en train d'accepter une vérité trop longtemps ignorée. Le silence avait un prix, et ce prix était enfin payé. Plus tard, dans la soirée, Miss Marple fit une promenade dans le village, comme elle le faisait souvent lorsque l'air était vif et que ses pensées étaient nombreuses. Elle passa devant le magasin d'antiquités, désormais fermé, le presbytère avec ses massifs de roses soigneusement taillés, et la bibliothèque, dont les lampes brillaient faiblement à travers les hautes fenêtres à meneaux. À la gare, elle s'arrêta. Le mur était propre maintenant. Plus de craies, plus de symboles. Juste un rectangle pâle de peinture récente,
là où le code avait été gravé. Mais tandis que Miss Marple se tenait là, regardant la lumière de la lampe scintiller sur les briques humides, elle imagina les inscriptions telles qu'elles avaient été, délibérées, précises, pleines d'espoir, un message entre frères et sœurs, un appel silencieux à travers le temps, un signal non de vengeance mais de retrouvailles. Mais c'était arrivé trop tard. Elle s'attarda un instant, écoutant le tintement lointain de la cloche. Puis elle fit demi-tour et rentra chez elle, le pas mesuré, les pensées douces. Dans son salon, le feu était encore allumé. La bouilloire sifflait doucement. Elle posa ses gants sur la table d'appoint et s'assit avec un léger soupir, prenant son tricot dans le panier à ses pieds. Mais elle ne tricotait pas. Pas immédiatement. Elle fixa les flammes pendant un moment, pensant à Miles Gibbons, à Lydia, à Wilkes et Blount, et à tous les autres qui s'étaient retrouvés pris dans l'onde de quelque chose décidé il y a longtemps, par des hommes dans des bureaux, en uniforme et dans l'ombre. Miss Marple pensait souvent que le meurtre n'était que rarement une question de moments de violence. Il s'agissait de ce qui s'était passé avant. Les rancunes portées comme des pierres dans une poche. Les secrets enfouis puis passés sous silence pendant des années. Les mensonges proférés dans des pièces aux rideaux tirés sous le couvert du patriotisme, de la fierté familiale ou de la peur de la honte. Et puis un jour la pression a explosé. Une trace de craie, un pas, un nom gravé à l'encre rouge. Elle sortit de sa rêverie, prit ses aiguilles et commença à tricoter. Demain, il y aurait du thé avec Madame Blitt. Une lettre à écrire à sa nièce. Peut-être un petit mot à l'inspecteur Creighton, juste pour voir s'il avait trouvé le bon papier pour ranger la tabatière. Sans acide, suggérerait-elle. L'encre s'estompe si facilement avec le temps. Mais ce soir, elle s'asseyait, tricotait et se souvenait, parce qu'à Milchester, le passé avait refait surface et avait trouvé une réponse. Et Miss Marple, avec ses yeux perçants et sa voix calme, avait une fois de plus ramené de l'ordre dans une histoire remplie de silence.